à tous, merci Sabine, voilà le temps de repartager la slide. Un petit mot sur l'agenda. Donc, comme disait Sabine, en fait, on va commencer par introduire un petit peu le concept de la RPA, rappeler les enjeux auxquels font face les assureurs sur le continent africain, et puis regarder via un cas concret, en fait, comment la RPA peut contribuer à répondre à ces enjeux-là, avec des chiffres sur les temps de gestionnaire gagnés et puis le ROI. Pour commencer, un mot sur qui nous sommes. Donc, nous sommes un groupe de conseils et de prestations digitales. Nous sommes très présents en fait en région, avec des bureaux à Abidjan, à Alger. Notre siège historique est à Tunis, mais également on est présent via des bureaux à Paris et à Dubaï en fait. Et nos 350 collaborateurs accompagnent nos clients à travers 3 offres de services en fait. D'abord, on les accompagne via nos prestations de consulting à aligner leur stratégie métier sur la stratégie du groupe et l'organisation de leur direction métier sur la stratégie du groupe, avec des missions telles que la définition de la stratégie de leur système d'information, l'accompagnement à la mise en place de projets de transformation digitale, l'optimisation de leur performance opérationnelle. La particularité du groupe, c'est qu'on se contente pas d'accompagner nos clients sur la phase design, mais on les accompagne également sur la phase build. En fait, on a la capacité de mettre en œuvre les recommandations que nous émettons à travers le design, le développement et la maintenance de solutions digitales, à travers de l'expertise en fait en testing, en automatisation des tests pour accélérer tout le temps de time market en fait, avec des approches DevOps qui permettent de répondre très rapidement avec de nouvelles applications aux besoins des clients, avec notamment du consulting technologique. Et puis on a une troisième activité qui est l'innovation, où le maître mot c'est la collaboration. Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour étudier avec eux des cas d'usage qui sont basés sur des technologies de rupture, cas d'usage pour identifier la valeur qu'ils peuvent en tirer, en fait, que cette valeur soit de la génération de revenus complémentaires ou de l'amélioration de l'expérience client. Les cas d'usage on étudie ces cas d'usage-là qui peuvent donner lieu en fait à de la mise en place de prototypes, et les prototypes validés donne lieu ensuite à de l'accompagnement pour industrialiser en fait ce prototype qui s'est mis par les équipes consulting et digital. La RPA d'ailleurs dont on va parler tout de suite a d'abord été développée en fait, prototypée au sein de cette de l'activité innovation avant d'être prise en charge par les équipes consulting et digital. Donc, pour commencer, en fait, on va démarrer par une petite vidéo qui a été préparée par UiPath. Donc, UiPath, c'est notre partenaire technique. UiPath est un éditeur de solutions de RPA, classé aujourd'hui leader par les instituts Gartner et Forrester notamment. UiPath aujourd'hui, c'est 3000 collaborateurs, c'est plus de 5000 clients à travers le monde, et c'est la solution RPA qu'on intègre chez la très grande majorité de nos clients. Donc, on partage le film et je vous reprends juste derrière. Par contre, j'ai peur. This is the story of work. It started a long time ago, on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of, to stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They
came into work and said, "Stop working and start working." The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots, and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Voilà, petite vidéo qu'on trouve fort sympathique, qu'on voulait partager avec vous parce que ça pose un petit peu le contexte. Donc, comme expliqué dans la vidéo, finalement, l'automatisation des processus via la robotique, c'est quoi en fait? C'est une technologie qui va permettre de mimer toutes les opérations qu'un utilisateur va réaliser en travaillant sur son PC. Et ce jumeau numérique, on va dire, de collaborateur, c'est ce qu'on va appeler un robot ou un robot logiciel. En fait. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un robot va pouvoir réaliser? Un robot va pouvoir réaliser une multitude d'actions. D'abord, il va pouvoir capturer des données. Quand on dit capturer des données, ça veut dire qu'il va que ces données soient nativement sous format numérique, qu'elles soient donc existantes dans des applications ici, sur des sites web ou dans des fichiers tels que des fichiers Word ou des fichiers Excel. Donc le robot est capable d'ouvrir un fichier tel qu'un fichier Excel, lire les données qui y sont inscrites et puis manipuler ces données-là en fait, les recopier, faire des calculs dessus, les réinscrire dans un autre fichier ou dans une autre application ici par exemple. Mais un robot est également capable de capturer des données même si ces données sont nativement sur support papier. Typiquement, les documents d'identité, par exemple, aujourd'hui, donc qu'on va retrouver dans n'importe quel processus d'inbounding client. Aujourd'hui, on est capable de numériser ces documents d'identité, récupérer les données qui y sont inscrites et puis complètement robotiser mon processus de reporting. Un document d'identité, ce qu'on appelle un document structuré. En fait, ça veut dire que son gabarit ne va pas changer dans un pays ou en tout cas dans une région pour certaines régions. Le robot, donc évidemment, il peut facilement travailler avec les documents structurés, mais il peut également travailler avec les documents ce qu'on appelle semi-structurés. Le cas typique d'un document semi-structuré, les factures fournisseurs. Une facture fournisseur, on va retrouver dedans un certain nombre d'informations qui sont obligatoires, qui sont réglementaires, telles que le nom du fournisseur, le nom du site de livraison, le montant hors taxe, etc. Mais par contre, d'un fournisseur à un autre, ces informations vont varier. Donc, les gabarits d'une facture fournisseur va varier. Le robot est capable, en s'adjoignant, en s'appuyant en fait sur une technologie de numérisation, ce qu'on appelle de l'OCR intelligent, de gérer en fait cette multiplicité des factures fournisseurs, de pouvoir extraire les données dont on a besoin et de utiliser ça dans un process de rapprochement de factures. En fait, un process dont on sait qu'il est extrêmement chronophage et basé sur des tâches qui ne sont pas forcément à très grande valeur ajoutée. Un robot va également pouvoir travailler à l'instar de n'importe quel utilisateur sur différents systèmes d'application. Donc, il va pouvoir ouvrir un ERP, ouvrir un CRM, ouvrir une application qui est développée, une application développée maison. Quand on dit ouvrir et naviguer entre les différentes interfaces, lire les différents champs, inscrire des données qu'il a récupérées, qu'il a capturées donc dans des fichiers Excel ou dans d'autres applications dans ces champs, etc. Vraiment toutes les tâches qu'un utilisateur peut réaliser. Le robot va interagir avec ces applications via les interfaces graphiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un robot est complètement agnostique en matière de technologie. Il va pouvoir travailler avec des systèmes qui sont en version client-serveur, avec des systèmes qui sont en client léger, avec des systèmes qui sont accessibles via des bureaux à distance, via Citrix. Donc vraiment, il n'est pas limité en fait par la technologie des SI. Il va travailler avec une multitude de SI. L'intérêt aussi de passer via des interfaces, c'est qu'aujourd'hui, l'intégration, le développement d'un robot ne nécessite pas des travaux d'intégration.
avec les SI existants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les temps de développement, le temps de déploiement, en fait, de mise en production d'un robot, quand on robotise un process, se compte en semaines, en fait. En général, on va compter entre 3 et 12 semaines pour mettre en production un robot. Ce qui permet à l'entreprise ou à l'assurance d'être très réactive, d'être très agile et de mettre sur le marché tout processus qui est pertinent, en tout cas, par rapport à ses clients. Au début du premier confinement, par exemple, on a eu un client dans l'assurantiel qui devait retravailler son processus d'inboarding suite au début du confinement, et il a pu le faire très très rapidement en robotisant son processus d'onboarding. En fait, il a mis un peu plus de 2 semaines pour réaliser ça. La troisième activité qu'un robot peut réaliser, et contrairement aux utilisateurs, c'est qu'il va pouvoir communiquer avec les différentes API mises en place, ou en tout cas mises à disposition, en fait, soit par les systèmes d'information au sein même d'un groupe, soit par les systèmes d'information mis en place par des tierces parties. Si je prends le cas de la Tunisie, par exemple, la pharmacie centrale publie régulièrement, elle a un API en fait dans lequel elle publie régulièrement, elle met à disposition la liste des médicaments avec leur prix de référence. Aujourd'hui, on a des clients dans l'assurantiel qui utilisent des robots pour récupérer cette donnée-là et puis pour l'intégrer dans leur processus de remboursement, processus qui a été robotisé. Donc. Et puis, la quatrième typologie d'action qu'un robot peut faire, c'est la communication. Un robot peut avoir sa propre adresse email pour recevoir donc des emails, pour télécharger des pièces jointes, mais surtout il va pouvoir communiquer donc à différents destinataires, communiquer le texte même, le corps de l'email. Ça va être un texte dynamique, ça veut dire que c'est un texte qu'on va pouvoir adapter finalement au destinataire du mail en fonction du sujet, en fonction de ce qu'on va, des informations qu'il va recevoir. Et puis un robot également est capable donc d'adjoindre à ce mail-là soit des reportings qu'il a extraits des systèmes d'information à la demande des métiers, soit il peut également communiquer sur sa propre activité. Donc il va expliciter toutes les opérations qu'il a réalisées, toutes les exceptions qu'il a rencontrées. Ça veut dire qu'il va générer de la donnée en fait qu'on va pouvoir exploiter. Je prends un cas d'un assureur par exemple. Le robot envoie un reporting régulier au métier sur les emails de relance qu'il a envoyés aux agents généraux en fait, il leur demande de compléter des dossiers clients. Donc il est capable en fait, une fois qu'il envoie le mail, de checker en fait et de vérifier quels sont les agents généraux qui répondent dans les temps ou pas. Et c'est une information qui est très importante au niveau du siège parce que ça permet de mieux piloter notamment les agents généraux. Donc le robot est capable de générer de la donnée qu'on va pouvoir exploiter en fait et apporter plus de valeur. Donc voilà ces différentes typologies d'actions qui, mises bout à bout, en fait permettent de robotiser des processus qui sont relativement complexes. La question qu'on peut se poser à ce stade-là, c'est de dire au sein de mon assurance, finalement, quels sont les processus qui sont de bons candidats à la robotisation. Pour répondre à cette question, je repartirai en tout cas d'une observation d'un philosophe britannique en fait qui s'appelle Paul Annie, qui disait nous savons davantage que nous pouvons exprimer. Et c'est vraiment aujourd'hui une des limites principales de la robotisation. Ça veut dire que tout process qu'on va pouvoir décomposer en une suite de tâches ou décomposer une suite de décisions en fait avec des critères et des seuils de choix qui sont clairement établis, c'est un très bon candidat à la robotisation. Maintenant, tout process qui va contenir une part de créativité, c'est un process qui va être plus complexe à robotiser. Alors pourquoi je dis plus complexe, c'est pas impossible, parce que ce type de processus était il y a quelques années encore effectivement non robotisable, ou en tout cas partiellement robotisable. Mais aujourd'hui, et c'est là des intérêts de la robotisation, c'est que la robotisation peut inclure en fait, ou en tout cas peut intégrer des nouvelles technologies au fur et à mesure de leur apparition. Et donc, pour adresser ces process-là, aujourd'hui, on fait appel à de l'IA, et en particulier à de l'apprentissage machine. Et donc, notre algorithme d'IA va prendre en charge cette part créative, il va répliquer, on va dire, les résultats de cette part créative, et du coup, on va pouvoir automatiser complètement cette typologie de processus. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de mes besoins, je vais élargir le champ de mes processus robotisables. Une parenthèse pour clôturer ce point-là, la RPA, il faut l'avoir de plus en plus finalement comme une plateforme d'hyper-automatisation en fait, où le robot bien sûr joue le rôle central,
mais dans lequel on va venir intégrer en fait des technologies au fur et à mesure de leur apparition et surtout du besoin du client. En fait. Donc, comme on disait, de l'OCR intelligent si mes inputs sont en format papier, du machine learning si mes processus ont une part de créativité, des chatbots si mes processus sont en interaction avec les clients, etc., etc. Le deuxième critère qu'on va regarder, c'est le format, comme on disait tout à l'heure. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quel est le format de mes données d'entrée? Est-ce que c'est du numérique? Est-ce que c'est du papier? Est-ce que mes données sont structurées, semi-structurées, etc. En fonction de la réponse, on va venir identifier définir la complexité du processus et sa faisabilité, en fait. Le troisième critère qu'on regarde, c'est pas vraiment un processus de faisabilité, mais c'est plus un processus, on va dire, de pertinence. Est-ce que c'est pertinent de robotiser mon processus? C'est la volumétrie. Plus mon processus est répétitif, ça veut dire plus il va consommer du temps gestionnaire, plus il y a intérêt à le robotiser parce que je vais avoir des temps de retour sur investissement qui sont très importants. Il faut savoir que typiquement, aujourd'hui, quand on robotise les processus, on a des ROI qui se mesurent entre 6 et 18 mois. Ça veut dire vraiment en mois, 18 mois pour les processus qui sont vraiment complexes, qui vont faire appel à des technos, comme on disait, d'ECR, de l'IA, etc. Mais généralement, on est entre 6 et 12 mois pour la très grande majorité des processus aujourd'hui. Après, ça, c'est un critère qui n'est pas à prendre sur du 8 ans. En fait, ça veut dire que en particulier dans le secteur financier, en fait, on va avoir certains processus qui sont soumis à des risques opérationnels, en fait, parce qu'ils peuvent être soumis à des délais réglementaires, par exemple. Et dans ces cas-là, le métier va venir pondérer ce critère de volumétrie par un critère de risque opérationnel et prioriser dans ce cas-là, voilà, la partie risque opérationnel. Donc, en général, on regarde la volumétrie, mais encore une fois, à pondérer en fonction des besoins et des objectifs du métier. Et finalement, le troisième critère qu'on regarde, c'est toute la partie stabilisation. Comme on a dit, un process qui est robotisable, c'est un process qui est finalement basé sur des règles. En fait, si mon process n'est pas stable, ça veut dire que s'il fait face à beaucoup d'exceptions, ça veut dire que mes règles de gestion vont changer et mon robot, c'est pas qu'il va s'arrêter en fait, mais c'est qu'il y a des exceptions qu'il ne va pas pouvoir gérer efficacement. Il va perdre en productivité. Dans ces cas-là, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les accompagne en fait d'abord dans une phase de stabilisation en déployant des démarches de Lean Six Sigma pour réduire l'écart type en fait de la gaussienne de mes exceptions, stabiliser mon processus et ensuite robotiser le processus. Voilà, pour synthétiser un petit peu cette partie introductive, en fait, pour nous, la RPA va créer un environnement de partenariat finalement entre le robot et l'humain, chacun travaillant sur les tâches sur lesquelles il est le meilleur en fait. Le robot va prendre à sa charge toutes les tâches fastidieuses à non-valeur ajoutée et qui sont généralement soumises à des erreurs, en tout cas, ou soumises à rework. Le robot est disponible en 24/7. Il peut absorber les pics de charge sans aucun souci. Et puis l'humain va garder pour lui toutes les tâches à plus forte valeur ajoutée, toutes les interactions avec le client final ou toutes les tâches en back-office qui vont demander de l'analyse et de la réflexion en fait. Le robot, il faut vraiment voir comme un assistant digital en fait qui va venir soulager l'humain et non pas forcément remplacer l'humain. L'expérience montre d'ailleurs chez tous les clients qu'on a accompagnés aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de remplacement de collaborateurs. Par contre, il y a eu la possibilité en fait de faire plus avec les mêmes effectifs, en tout cas faire plus de travail durant le même temps imparti. Voilà très rapidement une petite introduction au concept de la RPA. Je vais céder la parole à Yen en fait qui va nous faire un focus sur la partie assurantielle et détailler un cas concret chez la nature. Voilà Yen, je te laisse la parole. Merci Slim. Donc, le continent africain présente 13% de la population mondiale, mais avec 1,3% seulement de totalité des primes émises sur le secteur assurantiel mondial. Ces chiffres montrent clairement les difficultés confrontées par les assureurs africains, dont ils doivent les surmonter. Donc, pour ce faire, 4 constats majeurs ont été constatés. Donc, premier constat, c'est l'amélioration de la qualité de service, vu que le secteur assurantiel africain souffre d'une qualité de service perfectible. En particulier sur les règlements de sinistres, les processus de règlement sinistre dus à des lourdeurs administratives et procédurales. Ce qui induit généralement une mauvaise image auprès des assurés, ce qui les pousse à se limiter à des assurances obligatoires telles que l'assurance automobile qui est obligatoire par la loi.
Deuxième enjeu que nous avons constaté durant nos missions dans le secteur assurantiel africain, dans des projets RPA ou autres, c'est la rareté des ressources humaines, ce qui semble de plus en plus rare avec l'évolution du marché et la forte demande et forte concurrence. Ce qui mène les responsables à consacrer un temps important dans la formation des gestionnaires et des collaborateurs. Donc, le troisième enjeu, c'est l'amélioration de la rentabilité pour mieux faire face aux différents défis de développement du secteur. Le renforcement de la solidité financière des entreprises était d'ailleurs l'un des principaux objectifs de la nouvelle disposition réglementaire décidée par la CIMA et entrée en vigueur en 2019. Et dernièrement, c'est la fiabilisation de la collecte et l'analyse de données. C'est un enjeu qu'on peut voir qu'il est un peu lié à l'enjeu précédent et l'un des axes de travail du nouveau mandat de FANAF, puisque la collecte et la centralisation de données fiables, correctes et complète est indispensable pour élaborer des analyses poussées et des stratégies et de suivre le développement et la rentabilité de différents segments d'assurance par compagnie et par marché. Donc, pour mieux visualiser la contribution de la RPA face aux enjeux assurantiels, nous allons vous présenter un cas qui concrétise la robotisation des processus en partageant avec vous une expérience avec l'un de nos clients qu'on la considère comme un success story. Donc, nous avons travaillé avec une assurance implémentée en Afrique qui se spécialise dans les RDT et qui affiche des taux exceptionnels comme vous pouvez le voir. Donc, on parle ici de 167% comme taux de croissance moyen du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, ce qui permet à l'assurance de multiplier par 4,5 leur part de marché pour atteindre le top 10 des assurances du marché. Donc, en automatisant leur processus, notre client souhaite principalement garder le taux de croissance sur les 5 ans à venir, optimiser et stabiliser surtout les marges opérationnelles du métier et diversifier et développer leur portefeuille de courtiers sans augmenter les charges opérationnelles. Donc, pour atteindre ces objectifs, notre client a retourné vers la RPA en identifiant quelques processus cruciaux qu'on pilote et qui, une fois automatisés, répondent parfaitement aux critères des enjeux présentés au préalable. Donc, suite à un diagnostic et une étude plus approfondie des quick wins sélectionnés, nous avons sélectionné avec eux le processus de traitement de contrats à courte durée, un processus standard dans les différentes assurances africaines ou autres, dont la gestion permettrait à l'entreprise de mieux gérer les contrats venant de différents courtiers ou de différents agents généraux ou des agences, et qui peuvent atteindre pour notre client 250 000 contrats en 2020 seulement. Donc, vous noterez que ce chiffre évolue avec le chiffre d'affaires de l'entreprise et la stratégie de croissance de notre assureur. Donc, la robotisation est la réponse qui permet à ce processus d'être fluide, simple et avec un taux d'erreur minimum. Pour ce faire, nous avons commencé par créer un template standardisé contenant le minimum de champs de contrat obligatoires et qui sera rempli par les courtiers et ensuite partagé avec le robot. Donc, il peut être partagé grâce à envoi de mail ou un répertoire partagé avec le robot et les courtiers. Donc, une fois le fichier reçu, donc notre robot va faire 37 types de vérifications. Donc, on parle ici de vérification de la période de contrat et de l'énergie qui doit être diesel ou essence, nom de l'assuré. Pour notre assuré, donc le nom d'assuré ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Le numéro de police et le code CDAO qui ont des règles bien définies. Et ensuite, donc le robot va catégoriser les contrats selon leur type. Donc, catégorie 1, catégorie d'euros, catégorie affaires. Et faire le rapprochement automatique avec l'outil tarifaire. Donc, le robot va faire le rapprochement entre le fichier envoyé par les courtiers et les différents offres existantes dans la compagnie pour corriger les primes, les commissions de courtier. Et bien évidemment, il faut noter que le robot corrige au fur et à mesure, selon des tables préétablies et programmées, les champs qu'il est possible de corriger. Donc, je peux vous donner un exemple. Donc, pour la marque, parfois, donc les courtiers ils écrivent Renault Santé. Donc, le robot il est capable de corriger cette information sur la base des tables de correspondance et des fichiers implémentés.
Une fois ces vérifications et les catégorisations des véhicules donc sont faites, donc le robot il transforma ensuite les données reçues en fichier importable sur SI, un fichier CSV contenant plusieurs colonnes, des colonnes avec des règles de nommage bien définies, des colonnes vides, des colonnes avec des formules, et tout au long de la réalisation des tâches, donc notre robot il sortira des rapports détaillés permettront aux intervenants concernés d'évaluer le nombre et la nature d'anomalies, les écarts avec les primes réelles et l'état d'importation sur système. Cela, en plus de toute couche de vérification mentionnée, permettront non seulement de minimiser le taux des rejets, mais également d'intervenir à temps réel pour corriger sans perdre de temps dans des erreurs relevées. Donc, le processus est maintenant automatisé, le robot est fonctionnel, opérationnel. Je pense que vous demanderez qu'est-ce que ça implique concrètement. Donc, voici exactement ce que cela peut impliquer. Donc, il faut garder à l'esprit que c'est qu'un seul processus parmi des dizaines d'autres. Et il faut savoir d'abord que l'entreprise n'a que 3 employés d'exécution, donc ils doivent traiter les 250 000 contrats mentionnés précédemment. Le traitement d'un nombre pareil nécessite un temps normal de presque 30 000 heures, sachant que le traitement d'un contrat, il nécessite, et pour faire les vérifications nécessaires et le rapprochement avec les outils tarifaires et l'importer dans le système, on parle ici de 6 à 7 minutes pour un contrat. Donc, pour traiter 250 000 contrats, on parle de 30 000 heures par an, qui correspond à 3 646 jours hommes et 17 gestionnaires à temps plein seulement pour ce processus. La différence est une évidence. Donc, les 3 personnes employées par notre cas d'étude, nous pourrons difficilement traiter ces données au jour le jour. Et une augmentation du staff impliquerait automatiquement une augmentation des charges opérationnelles et par la suite une baisse de marge pour la compagnie qui veut garder sa croissance plus grande. Mais avec une intervention de notre robot, donc le temps a été réduit à 5000 heures. Donc c'est l'équivalent de 208 jours pour le robot, pour un robot qui opère 24 heures sur 24. Donc voici les chiffres. Mais ce qui fait réellement pour nous que cette histoire est une véritable success story, que les délais d'importation des contrats sont réduits et optimisés. Le développement du réseau de courtiers devient possible sans augmenter les charges opérationnelles. On parle ici d'un état de reporting régulier. On peut suivre les marges, on peut suivre les commissions, on peut suivre les différents types de primes émises, on peut suivre même les erreurs et les corriger au fur et à mesure. Et ce qui est le plus important, honnêtement, c'est pour nous, c'est la satisfaction des gestionnaires qui s'occupent de ce genre de tâches habituellement. En effet, en coopérant avec eux et grâce à ce robot, nous avons réussi à éliminer des tâches pénibles, fastidieuses, pour leur permettre de se concentrer sur les aspects métiers les plus importants et augmenter leur productivité. Donc, nous venons de vous parler d'une belle histoire que nous avons vécue avec notre client, mais cela ne s'arrête pas là. Au contraire, pour nous, ce n'est que le commencement. En effet, nous pensons que nous pouvons continuer à progresser, à aider nos clients, à nous adapter à leurs besoins, à créer avec eux et pour eux des solutions qui leur permettent d'exploiter le potentiel de leurs différentes ressources humaines ou des ressources logicielles ou ressources du système d'information. La suite logique de ce projet est la réalisation d'études sur les processus de l'assurance. Donc, nous avons mappé les processus département par département, réalisé une étude d'éligibilité pour comprendre quels sont les processus robotisables totalement, robotisables partiellement, et ensuite, selon la faisabilité, la complexité des processus, les gains de TP, les ROI et bien d'autres facteurs quantitatifs que qualitatifs. Nous priorisons les processus et nous mettre en place une feuille de route complète pour la robotisation des processus afin de faciliter au maximum l'intégration et le fonctionnement de ce processus. Cela a résulté, comme vous pouvez le voir, la robotisation de 47 processus chez nos différents clients assureurs, pour un résultat de plus de 500 000 heures gestionnaires gagnées sur ces 3 dernières années. Et c'est l'équivalent de 62 000 jours
en gagner. Et grâce à cela, nos clients et les assurances en général peuvent profiter pleinement de ce qu'on appelle dernièrement l'ère du digital et du potentiel de nouvelles technologies qui sont mieux accessibles grâce à l'RPA. Merci. Voilà pour la présentation. On vous propose peut-être de démarrer la séance des questions. Je vois qu'il y a une première question en fait sur le chat. Je vais me diriger vers Yed peut-être pour y répondre. Alors, qu'est-ce qui garantit la sécurité des données des assurés qui sont manipulés par le robot, Yed? Notre partenaire UiPath a toutes les certifications nécessaires en termes de sécurité de leur plateforme cloud ou on-prem. En plus, par défaut, l'RPA donc utilise les identifiants et les mêmes configurations que le gestionnaire. Donc, si on parle ici que l'entreprise possède les aspects de sécurité nécessaires pour leur gestionnaire, donc le robot, c'est le même pour le robot. Merci. Une autre question peut-être? N'hésitez pas, on est à votre disposition. Ah, pardon, on m'entendait pas, donc mon micro était fermé. Donc, je vous disais que j'ai une autre question de Yves qui me demande qui vous demande, pardon, donc, est-ce que le robot peut se tromper? Alors, c'est une excellente question. Non, le robot ne va pas se tromper en fait. Et c'est l'un des intérêts de passer par un robot. À partir du moment où la règle de gestion est écrite, en fait, le robot va la suivre sans faillir en fait. Et donc, on a des taux d'erreur aujourd'hui qui sont à 0%. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse en fait les entreprises aujourd'hui à finalement robotiser toutes les tâches qu'on disait un petit peu fastidieuses et qui sont en général, encore une fois, soumises à erreur, en fait, parce que c'est humain, refaire de la double saisie, refaire de la vérification, c'est générateur d'erreurs et passer par de la robotisation, ça permet de réduire cette erreur-là à zéro. Donc, c'est l'un des intérêts aujourd'hui de la robotisation, à part la productivité, c'est vraiment de diminuer, ou en tout cas supprimer le risque opérationnel sur ce type en tout cas sur ce type de tâches. En fait. Alors, oui, on a une question, je vois sur le chat, quel est l'apport de la RPA par rapport à un workflow totalement automatisé en fait? Alors, si je comprends bien la question, par workflow totalement automatisé, vous voulez dire BPM en fait. En fait, la RPA et aujourd'hui les workflows totalement automatisés sont complètement complémentaires en fait, parce que la BPM va orchestrer finalement toutes les tâches qui sont réalisées sur le système d'information. Avec une orchestration des activités en fait, et la robotisation, la RPA va venir remplacer ou réaliser les tâches qui sont faites par les utilisateurs. Donc on va pouvoir combiner BPM et RPA en fait pour robotiser complètement et robotiser plus en fait pour aller au-delà, on va dire, dans l'automatisation. D'ailleurs aujourd'hui on a des clients qu'on accompagne en fait sur justement la mise qui travaillent justement à automatiser leur processus en fait de cette manière collaborative en utilisant UiPath avec un logiciel de BPM qui est aujourd'hui complètement automatisé avec UiPath et qui s'appelle Camunda. Voilà, et c'est des choses qui fonctionnent très très bien et qui donnent d'excellents résultats. Alors très bien, on a notre question. Quel est le processus standard de mise en place de la RPA et comment faites-vous concrètement pour mettre en place une procédure automatisée? Alors, le process de mise en place d'un process RPA est relativement classique si je parlais ainsi. Ça veut dire que d'abord on va s'asseoir avec les métiers, on va comprendre leurs besoins, on va cadrer leurs besoins, comprendre le processus tel qu'il est réalisé
actuellement, réfléchir avec eux en fait pour établir avec eux le processus tel qu'il sera déroulé par le robot. En fait, le robot ne va pas faire le processus forcément Aziz. En fait, on va introduire, on va réaliser avec le client, on va en profiter, on va dire, pour optimiser ce processus-là, pour optimiser le déroulement de ce processus-là, pour optimiser les activités que le robot va réaliser. Et une fois qu'on est d'accord sur ce processus libre, en fait, on va développer le robot proprement dit et le mettre en production en fait. Et comme disais tout à l'heure, tout ce process-là finalement est quelque chose qui est très rapide en fait. On va être sur des temps de mise en œuvre de entre 3 et 6 semaines, on va dire une semaine pour la partie, enfin quelques jours à une semaine pour la partie analyse, définition du process cible, et puis le reste des semaines pour la partie développement, évidemment la recette fonctionnelle, et puis finalement la mise en production. Alors une autre question, la performance du robot est à quel point proportionnelle au matériel sur lequel il est déployé? Par exemple, avec le même robot, si on le déploie sur un serveur plus puissant, combien on peut gagner? Je vais me retourner vers Yed pour m'aider à répondre sur cette question-là. Donc, le robot, on parle, le robot c'est un assistant donc pour le gestionnaire, donc il subit les mêmes performances de matériel que le gestionnaire. Donc, s'il y a des lenteurs au niveau du système d'information, donc le robot il les subisse directement. Donc, si si on deploie un robot sur un serveur, peut-être pour toute la partie de calcul, de travail sur des Excel ou des bases de données, ça pourra être plus vite. Mais pour l'interaction avec les systèmes d'information et les différentes interfaces web ou desktop, donc le robot il subit comme le gestionnaire, donc les lenteurs et les anomalies du système d'information. Merci Yed. Alors, je vois qu'il y a une question. Pouvez-vous nous expliquer l'approche POC que vous préconisez pour commencer à explorer l'approche RPA auprès d'un client? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie. On n'est pas. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand on travaille avec un nouveau client, en fait, c'est qu'on lui propose de travailler sur un pilote. En fait, ça veut dire que c'est un processus qui est directement industrialisable. Par contre, on l'accompagne en fait pour le choix de ce processus-là. L'idée, c'est de commencer vraiment petit, en quelque sorte. Ça veut dire que c'est de commencer par des quick wins, en fait. Généralement, notre conseil, c'est de commencer par un processus qui n'est pas très complexe à robotiser, qui va pouvoir être mis en place rapidement et qui est surtout visible en fait, visible soit au niveau au sein de l'entreprise, soit visible au niveau des clients. Pourquoi? Pour permettre d'avoir de créer une dynamique en fait, d'avoir très rapidement une success story qui est visible et finalement de pouvoir avoir le buy-in en fait des différents départements au sein de l'entreprise en fait. Et voilà. Vous avez la parole, Hermine Ekobé. Allô? Oui, Hermine Ekobé, vous avez la parole. C'est bon. Sabrine? Sabrine, on va peut-être prendre une autre question et si Madame Ekobé est toujours avec nous, je propose qu'elle reprenne la parole ou qu'elle pose sa question. Je pense qu'elle a un petit problème de micro, donc vous pouvez écrire votre question sur le chat si le problème persiste. Très bien. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que la RPA s'applique à un processus basé sur des inputs papier? Alors, la réponse est
Oui, après ça dépend de la typologie des inputs papier. Comme on a dit, on va vérifier en fait que ces inputs-là, on va vérifier surtout alors le type d'input papier en fait. Quand on dit input papier, on dit ça peut être des documents structurés, ça peut être des pièces d'identité, ça peut être des documents semi-structurés comme des factures fournisseurs. Donc là, la réponse, je dirais oui, tout à fait, c'est complètement robotisable et on l'a fait aujourd'hui. Maintenant, si les inputs papier, ça va être des documents non structurés ou ça va être si c'est de l'écriture en fait manuscrite. Là, on va vraiment se poser la question parce que aujourd'hui, la numérisation de l'écriture manuscrite ne donne pas forcément des résultats qui sont forcément très pertinents. On est à des taux de fiabilité qui sont moyens à faibles. On fait généralement l'exercice, mais ça donne pas forcément d'excellents résultats en fait. Donc, ça va dépendre en fait de la typologie des inputs papier. Mais on regarde ça au cas par cas. Mais en tout cas, l'ensemble des processus aujourd'hui d'onboarding client, de rapprochement de factures, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait automatisable et qu'on fait aujourd'hui, et ça marche très très bien. Et puis je vois une autre question, en quoi la RPA peut aider dans la digitalisation des organisations en fait. Donc, comme on disait, la RPA aujourd'hui permet d'être alors dans la digitalisation des organisations, elle permet d'être plus agile en fait, elle permet d'être plus flexible. D'abord parce que ça permet de robotiser. Alors oui, alors parce que déjà ça permet de robotiser, de mettre en production de nouveaux processus d'une façon très rapide en fait. Donc on va gagner en time de market quand on va gagner en agilité en termes d'organisation. L'ARPA, c'est un accélérateur de projets finalement de projets d'innovation. Et puis la RPA peut également alors, pourquoi accélérer les projets? Accélérer notamment les projets de migration de systèmes d'information aujourd'hui. On sait, par exemple, que sur ce genre de projet, la migration est toujours quelque chose qui est relativement complexe, relativement longue, qui peut être sujette à erreur. Et aujourd'hui, la RPA va jouer un petit peu un rôle de tel, en fait. Le robot va pouvoir complètement gérer de manière complètement automatique et finalement sans erreur toute cette phase de migration, en fait. Donc, il est là pour vraiment accélérer ces projets de transformation digitale et de migration d'un système à un autre. Sabrine, je vois qu'on est arrivé au terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à nous les envoyer sur le chat ou par mail et on se fera un plaisir en fait de vous répondre par mail à toutes vos questions. Et on est à votre disposition si vous avez la moindre question. Et je vous invite d'ailleurs à vous enregistrer à notre newsletter pour avoir toutes les nouvelles sur la RPA et tous les nouveaux cas d'usage. Merci à vous pour la présence. Merci à tous. J'espère que cela a été intéressant et puis on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire si tout va bien. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.